Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique. Peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n'est pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t'aider. Quand tu m'appelles, j'accours, mais assure-toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente te paraîtront longues, très longues. Dans ta détresse, pardonne mon apparente lenteur. Ce que tu viens d'entendre là, c'est l'éthique du pompier de Paris. Et aujourd'hui, dans Artisan d'Esprit, comme premier invité, je reçois Moussa Kébé. C'est le seul capitaine sapeur-pompier issu des quartiers populaires. Il est aussi entrepreneur et cofondateur de l'association Espoir Jeune. Il vient de Blancoc, a.k.a. Blanc-Ménil. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. Première question pour Moussa. Comment va ton cœur ? Comment va mon cœur ? Mon cœur, il va très bien. Mon cœur, il va très bien parce que aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que tout ce que justement mon cœur réclame, de le mettre en place. Et tout ce que j'ai construit aujourd'hui, là, tu as parlé des sapeurs-pompiers volontaires, l'entreprise, l'association et tout. J'ai fait tout ça par rapport à justement à mon cœur. Et là, mon cœur, il est très apaisé parce que aujourd'hui, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai réussi à le faire. La dernière fois, je parlais de ça avec ma mère d'ailleurs. Il y a 2-3 semaines. C'est vrai ? Ouais. On avait cette discussion-là. Et je sais pas pourquoi on parlait de ça d'ailleurs. Et je lui disais que là, aujourd'hui, elle peut être tranquille. Parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Donc maintenant, peu importe ce qui va se passer demain, c'est pas grave. C'est vrai. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire un petit peu grâce à elle, tu vois. Donc je lui ai expliqué ça. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs on a eu cette discussion, mais je lui ai expliqué ça. Bah déjà, on passe un gros salam à ta mère déjà. Et c'est un truc important que tu dis parce que moi, par exemple, ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours été inquiète. Tu vois, toi, t'es entrepreneur. Je sais, voilà, on va développer ça tout à l'heure, mais t'as fait beaucoup de choses dans ta vie et des choses différentes. Et nous, nos mères, nos parents, ce qu'ils veulent, c'est juste la stabilité. C'est ça. C'est-à-dire que même si tu fais un petit taf, genre caissier ou un truc comme ça, mais que t'as un CDI, c'est là où elle est rassurée et tout. Bah et ça vient de là aussi. C'est que elle arrive pas trop à comprendre tout ce que je fais. Pour elle, elle pense que je suis désorganisé, je fais ça à gauche, à droite, etc. Et donc elle comprend pas. Et c'est difficile de comprendre, même quand je lui explique le travail que je fais chez les pompiers aujourd'hui, elle comprend pas, elle connaît pas tout ça. Ouais. Mais elle est rassurée. Mais voilà, je lui ai fait comprendre que ça y est, c'est bon. Tout va bien. Tant mieux, ça fait plaisir. Et justement, donc par rapport à ta mère, donc quel enfant tu étais à l'époque ? Bah, moi j'étais le troisième. J'avais 2 grands frères et j'ai eu cette chance-là de mon père, ma mère me donnaient très souvent ce que je voulais. Parce que pendant très longtemps j'ai été le dernier. Et donc je me souviens que je faisais beaucoup de caprices et je parvenais souvent à mes fins. Je savais comment travailler mon père et ma mère pour avoir ce que je voulais. Mais après, à l'école, je travaillais. J'étais pas un excellent élève, mais je travaillais quand même. Et comme tous les enfants, je faisais des bêtises, j'étais puni, je me faisais frapper, comme tous. Tu vois, c'est normal, c'est le parcours normal. Mais ma mère était vraiment derrière moi et mes frères pour pas qu'on fasse de grosses conneries, on va dire. Ouais, parce qu'il y a les petites et il y a les grosses. Parce qu'il y a les petites et les grosses. Donc moi, je m'arrêtais aux petites. Ouais. Voilà. Donc il y a celle où tu fais des bêtises, tu te fais punir, et puis t'as celle où tes parents viennent te récupérer. Exactement, c'est au ça. Poste. C'est donc, ça. Ok, très bien, ça marche. Donc on a dit que tu étais enseignant, sapeur-pompier et cofondateur d'une entreprise. Ouais, je suis plus enseignant maintenant. T'es plus enseignant depuis quand ? Depuis 1 an et demi. D'accord. Pourquoi t'as arrêté ? Parce que justement, c'est ça. J'étais enseignant et j'étais pompier volontaire avant. Okay. Et l'an dernier, donc en 2019, début 2019, pendant que j'étais enseignant, j'ai passé le concours d'officier de sapeur-pompier pour être capitaine professionnel. Que j'ai réussi, donc forcément j'ai dû arrêter. Félicitations. Merci. C'est lourd, franchement c'est très lourd. Et écoute, on va commencer par parler de ça. Alors justement, comment tu t'es retrouvé dans ce secteur-là, dans ce milieu-là des pompiers, ouais. Bah, tout à l'heure je parlais de mon enfance. Depuis que j'habitais encore à Aulnay-sous-Bois, il y avait la caserne des pompiers juste en face. Et je me souviens à l'époque, il y avait souvent des feux de voiture en face de chez moi. Et j'ai cette image-là, j'étais petit, je devais être en CP.
Et j'ai cette image-là d'avoir vu les pompiers arriver, éteindre le feu. Et je me souviens, quand j'étais en CE1, je savais déjà que je voulais être pompier. Et pourtant, dans ma famille, personne n'est pompier. Et quand tu regardes, même aujourd'hui, dans le milieu des sapeurs-pompiers, il y a très peu de Renois. Ça existe, c'est très rare. Ouais. Tu vois, c'est nouveau, hein. Mais moi, depuis dans les années 90, je savais que je voulais être pompier. Tu dis plein de choses intéressantes que j'avais programmées pour après, mais on va en parler tout de suite. Hein. T'es rentré à quel âge du coup chez les pompiers? Alors, quand j'avais 13 ans, ouais. J'étais passionné par les pompiers, donc je regardais tous les reportages qui existaient. J'avais des magazines à l'époque sur les pompiers. Et à 13 ans, j'avais lu un magazine, c'était le magazine sapeurs-pompiers, qui parlait des jeunes sapeurs-pompiers. D'accord. Et j'ai découvert sur ce magazine-là qu'on pouvait être jeune sapeur-pompier tous les week-ends. Et pour moi, c'était la révélation. Je me suis dit, je vais être jeune sapeur-pompier. Le lendemain, j'ai appelé toutes les casernes. Les casernes de chez nous, Blanc-Ménil, Aulnay-sous-Bois, ils faisaient pas ça parce que les jeunes sapeurs-pompiers à l'époque, c'était chez les pompiers des SDIS, ça s'appelle Services départementaux d'incendie et de secours. Et les pompiers de Paris, ils faisaient pas ça. Donc, le plus proche de chez moi, du Blanc-Ménil, c'était les casernes du Val d'Oise. Donc, j'ai appelé Gonesse, Villiers-le-Bel et Goussainville. Et Goussainville, eux, m'ont dit qu'il y avait un recrutement très prochainement. J'avais 13 ans, là, tout seul. Et ils m'ont dit, il faut envoyer un courrier avec une photo et ensuite vous passerez des tests. J'ai fait une lettre sur un papier à petits carreaux, là, où j'ai écrit tout seul. Ouais. Je sais plus ce que j'ai écrit, mais je me souviens que j'avais écrit beaucoup de choses. Il y avait au moins 2 pages. Ah ouais? Ouais. Et je lui ai mis une photo. Et à l'époque, j'étais petit, moi je savais pas qu'il fallait des photos d'identité. J'ai mis une photo de moi, un portrait, et je l'ai envoyé dans l'enveloppe, comme ça. Genre format A4? Ouais. Ah ouais. C'était une vraie photo. Et je leur ai envoyé ça. Et à l'époque, c'était un major qui m'avait convoqué au test sportif. J'ai fait les tests sportifs que franchement, j'avais vraiment bien réussi. Et ensuite, il y avait un test écrit que j'ai réussi aussi. Et je me souviens, après, j'avais un entretien avec mon père à Goussainville. Et le major, il m'avait dit que ma candidature, franchement, c'était exceptionnel. Il m'avait dit ça. Wow. Ouais, il m'avait dit que c'était exceptionnel, qu'il avait jamais vu une telle candidature et tout. Et donc j'ai été recruté jeune sapeur-pompier. Sauf que là, je vais te parler, c'était la première déception de ma vie. C'était la première fois où j'ai eu un échec. Et donc j'avais 13 ans et il fallait passer la visite médicale. Donc j'ai passé la visite médicale à la caserne de Villiers-le-Bel. Et ils m'ont dit que j'avais un problème au cœur et donc que je pouvais pas être jeune sapeur-pompier. Et donc à partir de là, cette déception-là, justement, comme je t'ai dit, c'était la première. J'avais 13 ans, je me suis dit comment c'est possible si je peux pas être jeune sapeur-pompier, donc je pourrais pas être pompier plus tard. Donc pour moi, c'était une catastrophe. Ensuite, on a fait, j'avais des rendez-vous 3 ou 4 mois plus tard chez un cardiologue et tout pour voir ce que j'avais dans mon cœur. Et il m'a dit que j'avais rien du tout. Ils ont fait tous les tests, ils ont tout regardé. Ça a duré pendant 4, 5, 6 mois. Je suis parti avec ma mère, je m'en souviens, au 4 chemins, la Roseraie. Ils m'ont dit que j'avais rien du tout. Sauf que à ce moment-là, on était déjà au mois d'octobre, novembre, je crois, et c'était trop tard, je pouvais plus rentrer chez les jeunes sapeurs. Mais c'est quoi, ils se sont trompés? Aujourd'hui encore, je me pose la question. D'accord. Comment c'est possible que le service médical des pompiers, ils m'ont dit que j'avais un problème, alors que les médecins m'ont dit que j'avais pas de problème. Donc quand j'ai eu tous les résultats, je les ai renvoyés à la caserne, mais ils m'ont dit que c'était trop tard, ça avait déjà commencé. Et donc t'as dû attendre l'année d'après? Non, je pouvais plus. C'était la dernière année où je pouvais entrer. Je crois que j'avais 14 ans ou 15, parce que c'est un cycle après, mais t'es obligé de faire la première année et il y a un âge maximum. D'accord, ok. À l'époque, c'était comme ça. C'était en 2003, 2004. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? À ce moment-là, je me souviens plus trop, mais je sais que c'était la première déception, comme j'ai dit, hein, mais c'était pas grave. En réalité, j'ai continué ma vie. On a grandi, nous. Il y a des personnes qui, face à un échec, ne vont pas pouvoir s'en remettre. Et moi, j'ai cette chance-là que face à un échec, je m'en remets peut-être 2-3 jours après. J'arrive à passer à autre chose très rapidement. À chaque fois qu'il se passe, et c'est pour ça aujourd'hui, j'arrive à relativiser sur plein de situations. C'est quelque chose de naturel apparemment, parce que aussi jeune, être dans cet état d'esprit-là, je suppose que c'est quelque chose qui est déjà inné, tu vois. Bien sûr, mais après, ça dépend aussi de l'éducation que tu as eue. Hein. Quand il y en a beaucoup aujourd'hui, on le voit,
ils sont au centre de tout. Ils sont au centre de tout, habitués à avoir tout ce qu'ils veulent, etc. Pour eux, c'est très difficile quand t'as un échec. Alors que quand tu grandis, que tes parents te font comprendre que tout ne t'est pas dû, qu'il va falloir que tu ailles chercher les choses par toi-même et que la vie était très difficile. Et surtout que nous, on a eu cette chance-là. Nos parents nous amenaient souvent dans notre pays pour voir ce qui se passait. On connaît la vie de nos cousins, nos oncles qui sont là-bas. Ça nous permet vraiment de relativiser sur beaucoup, beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ma mère, elle me le rappelle tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle a peur que je l'oublie, tu vois. Ouais, c'est important de garder ce genre de valeur aussi, hein, quelque part. Exactement. De se dire, tu sais, il y a la reconnaissance d'eux, et puis aussi le fait de dire, bon, bah, on a la chance d'avoir une double origine. C'est ça. Double nationalité plutôt, avec une origine étrangère, et ça, c'est une vraie force. Exactement. Donc, à quel moment t'intègres réellement les pompiers? Ouais. Alors, quand j'ai eu mon bac, donc à ma première année de fac, j'ai refait les tests à Garges-les-Gonesse pour être sapeur-pompier volontaire. C'était quelqu'un que je connaissais qui était justement à la caserne de Garges-les-Gonesse et qui m'a incité à faire les tests pour venir, parce que pour moi c'était presque plus possible. Mais donc j'y suis retourné, j'ai refait les tests sportifs écrits et tout, et ensuite la visite médicale. Et la visite médicale, à ce moment-là, elle était passée. Pour moi, le plus dur, c'était ça, c'était la visite médicale. Et c'était passé. Et donc, à partir de ce moment-là, quand je sortais du lycée, j'étais pompier volontaire à Garges-les-Gonesse. Donc, c'était il y a 10 ans. Et voilà. Souvent, il y a un cliché qui vient avec les quartiers populaires, des racailles, des mecs de cité, foutent la merde, etc., etc. Et on a déjà vu pas des embrouilles, mais par exemple des pompiers qui se font caillasser par des mecs de cité. Qu'est-ce qui fait que des pompiers se font caillasser aujourd'hui? Il y a une chose qui est très importante. C'est que les caillassages des pompiers, c'est des phénomènes qui sont isolés et qui sont très rares. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on entend dire que les pompiers se sont fait caillasser, etc., ils se sont fait caillasser une fois sur combien de milliers d'interventions. Ça, c'est important parce que sinon il y en a beaucoup qui pensent qu'à chaque intervention les pompiers vont se faire caillasser. Mais heureusement, non, c'est pas ça. C'est pas normal que les pompiers se fassent caillasser. Ça, c'est une certitude. Ça devrait pas exister, mais malheureusement, il y a des personnes qui, on va dire, ne réfléchissent pas comme tout le monde. Et ça, moi, je pourrais pas l'expliquer. Hein. Vraiment, je sais pas pourquoi les gens caillassent les pompiers. Peut-être que ils y voient une certaine forme d'autorité. En pensant ou en voyant les sapeurs-pompiers, ils voient l'État. Ça représente l'État français. Et donc, ils expriment leur mal-être peut-être en caillassant les pompiers. C'est sûr qu'il y a des choses à faire dans ce sens-là. Il y a un dialogue qu'il faut mettre en place, peut-être entre les pompiers et les personnes de ces quartiers-là. Et moi, j'en suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Les pompiers doivent être au plus proche de la population pour les casernes qui sont concernées de ces secteurs-là. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde aujourd'hui où je vis ou quand je vivais quand j'étais petit, j'habitais à côté d'une grande caserne à Compiègne. Et il y avait, on les caillassait pas spécialement, mais il y avait pas de proximité. La seule fois où je voyais des pompiers, j'étais content de les voir, c'était à Noël pour le calendrier, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que c'est un beau métier et que aujourd'hui devrait être beaucoup plus valorisé. Moi, je l'ai vu personnellement à Sarcelles, à Garges-les-Gonesse. Quand il y a des opérations qui sont importantes, des feux, et ben c'est ces mêmes personnes-là qui viennent nous aider parce qu'ils savent que pourquoi on est là. La problématique, cette identification-là, elle doit être plus présente. Il faut que les gens des quartiers populaires puissent s'identifier aux sapeurs-pompiers. Moi, souvent, et je l'ai vécu aussi personnellement quand j'étais plus jeune dans mon quartier, quand les pompiers arrivaient, on pouvait pas s'identifier à eux. Parce qu'ils nous ressemblent pas, tout simplement. Et on n'a pas le même, on se comprend pas aussi. Parce que beaucoup, surtout chez les pompiers de Paris, c'est des gens qui ne viennent pas forcément de Paris, qui viennent de plus loin, de la campagne, etc., et qui connaissent pas ces quartiers-là. Comment est-ce que tu veux qu'on puisse se reconnaître à travers ces personnes? C'est pas possible. C'est pour ça que je dis, le problème, c'est seulement cette méconnaissance-là. Il faut faire en sorte qu'on se connaisse, qu'on discute ensemble, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des choses qui se fassent, parce que, et dans les deux sens, on va voir qu'en réalité, il y a aucun problème et ça pourrait vraiment mieux se passer avec toutes les personnes concernées. Donc,
Moi, j'étais à Garges-les-Gonesse quand j'étais pompier volontaire. Et le chef de centre de secours de ma caserne a très bien compris ça. Et il a mis en place une politique qui aujourd'hui, je pense, pour moi, Garges-les-Gonesse, c'est un laboratoire pour toute la France. Si vous venez aujourd'hui à la caserne de Garges-les-Gonesse, vous allez voir les personnes, surtout les pompiers volontaires qui sont présentes. Et c'est des gens comme moi, comme toi, qui sont issus des villes alentours, de tous ces quartiers-là, et qui, pour autant, font très bien leur travail. Qui font très très bien leur travail et c'est grâce à ça que dans cette ville-là, on a beaucoup moins de problèmes, hein, les pompiers, avec la population, parce que la population se reconnaît et il y a un dialogue qui est fait. Bien sûr, on peut toujours faire plus, mais je pense que ce qui a été fait dans ce centre de secours-là, c'est vraiment à mettre en valeur. T'as dit pas mal de choses, notamment le manque d'identification par rapport aux pompiers. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, il me semble que toi, t'es le seul capitaine sapeur-pompier de France? Ici des quartiers populaires. Ouais, et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai voulu atteindre ce grade-là, passer ce concours-là, parce que je pense que il y a des choses qu'il va falloir faire par nous-mêmes. Ça, j'en suis sûr même. Donc, au lieu de se plaindre, au lieu de... On m'a dit récemment, quand tu poses un problème et que tu n'as pas la solution, ou que tu proposes pas de solution, c'est que tu fais partie de ce problème-là. Donc, au lieu de se plaindre, eh ben, faut essayer de mettre en place des choses par toi-même. Ça, c'est une certaine philosophie que j'ai eue avec mes potes. C'est pour ça qu'on a créé des associations, des entreprises. On a fait plein de choses. C'est parce que on sait que si on veut qu'il se passe des choses, il faut pas attendre. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne font que parler. Ils sont très forts, très très forts pour parler, mais pour s'activer et mettre en place des choses, il y a plus personne. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Mais et pourtant, chacun pourrait mettre sa pierre à l'édifice, chacun dans son domaine. Exactement, avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens, comme il peut. Ouais. Comme il peut. C'est une partie, on va dire, de ma motivation, le fait de devenir officier de sapeur-pompier, parce que si tu veux faire bouger les choses, aujourd'hui, il faut être à ce genre de poste-là. Et c'est quand tu as à ces postes-là que tu vas pouvoir porter ta voix. Exactement, c'est ça. Porter ta voix, proposer des projets, proposer plein de choses qui vont pouvoir faire bouger les pensées. Justement, quand t'es arrivé chez les sapeurs-pompiers, quand t'étais à la fac, est-ce que c'était une vision que t'avais dès le départ, ou c'est un truc qui s'est petit à petit ajouté? Dès le début, je savais qu'il fallait que je passe le concours de lieutenant. À la base, c'est le concours que je souhaitais faire. Et donc, tout au long de ma carrière, même chez les pompiers, j'ai toujours gardé cette spécialité-là. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu peux intervenir dans quel genre de truc? Genre, l'explosion qu'il y a eu en Libye, tu serais intervenu, toi? Pas pour le moment. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay. Parce que justement, là, je viens de changer de statut et je suis toujours en formation. En fait, quand j'étais en licence, donc, et après mon master, j'ai fait un master spécialisé en gestion des risques et menaces NRBC. Et c'était un nouveau master qui venait de sortir. C'était un nouveau master qui venait de sortir à l'époque. Donc c'est un master spécialisé Bac+6 que j'ai réalisé à l'université de Mulhouse, l'école de chimie de Mulhouse, et à l'école des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence. Donc j'avais fait ça. Et dans ma classe, entre guillemets, on était une dizaine. Et sur les 10, il y avait que des officiers supérieurs, des commandants, des colonels. Il y avait un chercheur en physique nucléaire, je crois, je sais plus. Et il y avait que des profils comme ça. Et moi, j'étais là tout seul. Et à l'époque, j'étais caporal, donc chez les pompiers, volontaire en plus. Et je sortais d'un master. Aucune expérience. Alors, c'est quoi les grades? C'est caporal, sergent, lieutenant, capitaine? C'est quoi? Il y a sapeur, après caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, lieutenant de deuxième classe, lieutenant de première classe, ensuite capitaine. Ah ouais, d'accord. Commandant, lieutenant-colonel et colonel. Et après, il y a même les contrôleurs. Déjà, bravo, parce que là, c'est-à-dire que t'as passé tous ces échelons-là. Ouais, grâce au concours. Grâce au concours. C'est un concours qui te permet de passer directement au officier. D'accord, c'est mortel. Ouais. Et donc, toi, tu m'as dit que t'étais caporal, c'est ça? Ouais. Et tu côtoyais des gens qui étaient... J'ai côtoyé pendant 1 an des commandants et des colonels qui, eux, étaient spécialistes sur les risques NRBC, qui avaient leur carrière chez les sapeurs-pompiers également, mais qui se sont spécialisés dans ça, et qui étaient vraiment acteurs
au niveau national et même international de ce sujet-là. Donc il y en avait un qui était responsable du risque radiologique chez les pompiers au niveau Europe, qui était avec moi. C'est lui qui a emmené une centaine de pompiers lorsqu'il y avait Fukushima. C'est lui qui les a emmenés là-bas, donc il nous a fait son retour d'expérience, etc. Et c'était des personnes qui formaient au Brésil, en Égypte, dans tous ces pays-là, les pompiers locaux sur ces risques-là. Donc moi, j'étais avec eux, et vu que c'était la première année de ce master-là, ou la deuxième, et c'était encore en construction, et c'était eux qui avaient l'initiative de ça. Donc ils étaient à la fois étudiants et en même temps intervenants. Donc cette année-là, pour moi, elle a été réellement déterminante, parce que je viens de Blanc-Ménil, dans mon quartier, j'étais à l'université à Bobigny. Certes, j'étais pompier à Garges-les-Gonesse, etc. Mais pour moi, c'était la première fois que je découvrais réellement le fonctionnement de la France. Comment fonctionne la France. Avec ce master spécialisé-là, on a eu la chance d'aller visiter l'école militaire, d'aller au commissariat de l'énergie atomique. On allait un petit peu partout dans toute la France et on a rencontré des personnes. On a eu des cours avec les services de renseignement français. Ah ouais. Plein de choses. J'ai découvert énormément de choses en un an. C'est quoi ton plus beau souvenir sur cette année-là? Mon plus beau souvenir, mes meilleurs moments, c'était quand on faisait on a eu des cours avec des démineurs. Et on a pu, pendant ce cours-là, c'était à Aix-en-Provence, fabriquer des explosifs avec eux, fabriquer plein de choses et les mettre en œuvre sur un terrain vague et les faire péter et eux, justement, nous expliquer les problématiques qu'il pourrait y avoir pour les intervenants face à ces types d'explosifs. Il y a eu aussi les interventions des services de renseignement français qui ont été superbes. Mais le meilleur, je pense, c'était un exercice qu'on a réalisé où on était en préfecture, c'est au centre opérationnel départemental. C'est un exercice de gestion de crise. À l'époque, c'était un train qui transportait de la matière radioactive qui a explosé dans la ville de Lyon. Et donc nous, pendant 3 heures, on a joué l'exercice en cellule de crise, comme ça se fait réellement. Et pour moi, c'est pour ça que je te dis, je venais de découvrir des choses comme ça se fait réellement en préfecture. Et là, tu vois comment est géré ce genre de problématique en France. Et tu vois bien que c'est pas seulement les pompiers que tu vois arriver avec le camion rouge qui sont là. Non, il y a beaucoup de choses il y a énormément de choses qui se trament derrière tout ça. Et donc nous, on était dans une pièce comme ça, et chacun était avec un téléphone et un ordinateur et des tableaux et des feutres, et t'organises la crise au niveau stratégique. Ceux qui sont sur le terrain sont sur un niveau opérationnel. Ils pensent un petit peu à ce qui va se passer sur le moment ou dans 1 heure, dans 2 heures. Ça, c'est leur mission à eux. Ceux qui sont au niveau stratégique sont là pour réfléchir à demain, après-demain, dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et tout ça dans la même pièce. Et après, il y a le niveau politique qui, eux, pensent à dans 1 an, dans 2 ans. Et tout le monde n'est pas dans la même pièce, mais tout le monde est connecté, on va dire, avec les radios, avec les téléphones. Et forcément, les décisions qui vont se prendre tout en haut vont avoir une influence tout en bas. Et ça, c'est la gestion opérationnelle et le commandement qui se font en France. C'est ce qu'on a vu un peu c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui avec le Covid. C'est ce qu'on voit avec le Covid, même si il y a une polémique, on va dire, chez les pompiers par rapport à la gestion de cette crise du Covid. Mais c'est ce qu'on voit à travers toutes les opérations que tu vois à la télé, quand il y a une catastrophe ou autre. Et il y a ce genre de cellules qui sont activées. Et donc, à l'époque, quand on faisait tout ça, je me suis dit, c'est ce que je vais faire demain. Là, ça y est, je me suis dit, j'ai trouvé ma voie. Il faut que la spécialité risque NRBC, c'est ce qui me plaît le plus. La gestion opérationnelle de missions de grande ampleur, c'est ce que je veux faire également. Et pour ça, il y a pas le choix, il faut être officier de sapeur-pompier. Il s'est passé combien de temps entre le moment donc où t'as intégré les pompiers et le moment où tu t'es dit c'est bon, je sais que je suis sur le bon chemin et tout? C'est 5 ans. 5 ans. Tu connais L'Alchimiste, le livre? Non. Ok, je te le conseille, je vous le conseille aussi. L'Alchimiste, il a été écrit par Paulo Coelho. C'est l'histoire d'un jeune berger qui fait un rêve où il trouve un trésor, et le trésor il est en Égypte. Du coup, il fait tout le voyage pour aller jusqu'aux pyramides et il rencontre plein de personnes qui vont l'aider à accomplir ce qu'on appelle sa légende personnelle. Et en fait, certains disent que il faut 10 ans pour trouver sa légende personnelle dans la vraie vie, tu vois. Et ça passe par
par plusieurs épreuves, par Ouais, bien plusieurs expériences et tout. Donc toi, tu l'as trouvé à 5 ans, c'est... En 5 ans, mais c'est même avant, hein, parce que le fait déjà d'être chez les pompiers, c'était venu d'avant. Mais maintenant, au sein des pompiers, qu'est-ce que je veux faire? Bah, ça m'a permis de confirmer justement le parcours que je souhaitais avoir pour plus tard. Et donc aujourd'hui, je le regrette pas. Hein. C'est quand on voit, par exemple, vous vous souvenez de Lubrizol l'an dernier à Rouen. C'est ce genre d'opération-là sur lesquelles moi j'aimerais intervenir. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment, c'est un exemple parce que ça parle à tout le monde. Mais ça peut être quelque chose de moins important également. Mais c'est Parce que ça, c'était ouf aussi, parce qu'il y a eu le nuage, apparemment, chez les gens, parce que moi, j'ai une amie qui vit là-bas. Sur une partie de Rouen, il y a des gens qui avaient carrément de l'eau noire qui sortait du robinet. C'était ouf, quoi. C'était ouf. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. On a beaucoup parlé des pompiers. J'ai encore 2-3 questions très courtes. Déjà, c'est quoi la différence entre un sapeur-pompier et un pompier? Ça, parce que j'ai regardé, c'est pas la même devise déjà. Non, c'est la même chose. Ok. C'est juste de la sémantique, on va dire. Mais un sapeur-pompier, un pompier, c'est la même chose. Ok, donc vous intervenez sur la même chose. C'est pareil. Ok. Un pompier, c'est un sapeur-pompier. Ok, Un sapeur-pompier, très c'est un bien. pompier. Parce que j'ai vu sur internet que les sapeurs-pompiers... On parle de ça parce qu'avant, ils tapaient pour éteindre le feu comme ça. D'accord, ok. Parce que la devise, c'est sauver ou périr. Ouais. Et les pompiers, c'est Courage courage et et... dévouement. En fait, c'est pas pareil. Sauver ou périr, c'est la devise des pompiers de Paris. Qui sont militaires. Donc Paris est la petite couronne parisienne. Alors que courage et dévouement, c'est la devise des sapeurs-pompiers civils, on va dire. Et justement, pour conclure sur ça, il y a le général Cassou qui a écrit un texte éthique sur propre aux sapeurs-pompiers de Paris. Tu vois c'est quoi ou pas? Oui, je connais. Tu le connais? Ouais. Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique, peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger. Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n'est pas par indiscrétion, mais bien pour mieux t'aider. Quand tu m'appelles, j'accours, mais assure-toi de m'avoir alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d'attente te paraîtront longues, très longues. Dans ta détresse, pardonne mon apparente lenteur. Le général Cassou, ce qu'il a dit là, c'est vraiment d'actualité. C'est je ne veux connaître ni ton origine ni ta religion, etc. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers interviennent, peu importe les personnes. C'est-à-dire que nous, quand on va arriver, on va pas demander la carte d'identité ou la carte vitale ou tes origines ou autre. C'est des questions qui se posent pas pour les sapeurs-pompiers. Et c'est ce qui fait la valeur du sapeur-pompier. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui fait peur presque, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ces valeurs-là qui ont été mises en avant par le général Cassou et que beaucoup de sapeurs-pompiers ont en tête, c'est ce qui nous, en tout cas, et ce qui moi particulièrement me fait continuer ce métier-là. Parce que je me reconnais totalement dans ça. C'est clair. Très clairement. Et en vrai, on peut aller même plus loin. C'est que, typiquement, c'est un texte qui peut parler à tout le monde et pas que les pompiers, en fait, tu vois. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça peut être, déjà tout le corps médical, ça peut être n'importe quelle personne qui fait au mieux pour aller mieux, mais pour aussi aider ses proches, tu vois. Et aujourd'hui, là où, parfois, il y a une atmosphère assez pesante par rapport au drame qui se passe, aux médias qui jouent sur ça et qui condamnent ces faits-là, mais en l'intégrant malheureusement, en faisant des amalgames et en intégrant toute une communauté alors qu'elle a rien à voir, tu vois. Je trouve que ça donne de l'espoir et tout le monde devrait le lire au moins une fois. Exactement. Tu vois. Super. On a beaucoup parlé de pompiers. Merci beaucoup pour ce passage-là. Ouais. Mais t'es pas qu'un pompier. Non. T'as un mec qui a fait une association avec ses potes qui s'appelle Espoir Jeune. Tu peux en parler un petit peu? Ouais. Alors, l'association Espoir Jeune, en fait, tout ce que j'ai fait depuis ces 10 dernières années-là, il y a un lien entre les pompiers, l'association. On va en parler de l'entreprise quand j'étais enseignant aussi. L'association Espoir Jeune, on l'a créée en 2010 quand on était à l'université avec des potes, justement, de ma ville, qui étaient avec moi à la fac. À l'époque, ce qu'on voulait, c'était juste faire de l'aide aux devoirs, à la base. On voulait faire de l'aide aux devoirs pour les jeunes de chez nous,
de notre ville et même d'autres villes du département pour pouvoir les aider à tout simplement à avancer au niveau scolaire et aider tous les jeunes qui avaient des difficultés. Nous, on avait cette ambition-là parce que on était en 3e année de licence et on s'est dit peut-être que tout ce qu'on apprend, ça peut servir à d'autres. C'était ça à la base, notre volonté de l'association e-sport jeune. Et ensuite, nous, on avait un certain profil, on était tous animateurs, on était tous dans l'animation dans notre ville. Et on s'était dit qu'on pourrait aussi mettre en place des formations au BAFA. On voulait aider les jeunes à être formés au BAFA. Pourquoi ? Parce que à l'époque, on pensait réellement que c'était un moyen assez simple de pouvoir avoir un job à côté de nos études. C'est pour ça qu'on a développé ça. Et parallèlement à ça également, on avait des projets solidaires et humanitaires en Afrique notamment. Et pour pouvoir financer tous ces projets-là, il nous fallait un petit peu d'argent. Donc dès cette époque-là, dans notre association, on s'était dit il faut qu'on puisse trouver un système qui puisse nous permettre de financer tout ça parce que c'est très difficile d'avoir des subventions. Et nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent. Même aujourd'hui d'ailleurs. et donc le fait de faire ces formations-là nous permettait de récupérer un petit peu d'argent et de pouvoir financer certains projets. Et surtout, les formations au BAFA qu'on faisait, elles étaient toujours moins chères que celles qui étaient faites un petit peu partout. L'objectif, c'était de permettre aux jeunes de se former à moindre coût et on va dire le reste de l'argent. Et en plus, l'argent qu'ils payaient était utilisé pour d'autres projets qui étaient humanitaires. Et donc, c'était ça, donc, nous, notre volonté. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est associé avec des entités qui mettaient en place déjà des formations BAFA. On a pu négocier avec eux des tarifs très préférentiels parce qu'il y avait un projet derrière, c'était pas pour rien. Et on a pu resserrer les coûts sur plein de choses. Par exemple, les formations, on les faisait dans notre quartier directement. La mairie nous mettait à disposition des locaux. Pour tout ce qui était nourriture, c'était nos mamans qui faisaient à manger pour tous les jeunes et qui venaient donc tous les jours dans la cuisine de la maison de quartier pour faire à manger. Et eux faisaient une formation avec des formateurs qui étaient de notre association en plus. Donc nous, on avait également certains points sur lesquels on souhaitait que les jeunes puissent travailler. Donc il y avait ça, il y avait la nourriture. En plus, ils mangeaient très très bien. Et ça permettait. Et nous, en plus, on reversait également une petite partie à ces mamans-là qui travaillaient pas forcément. Donc elles également, ça leur permettait d'avoir quelque chose. Et en plus de tout ça, cette formation leur revenait beaucoup moins cher. Donc tout ça, ça nous a permis de financer des projets. On a mis en place des formations aussi au secourisme, PSC1. Pourquoi le secourisme ? Parce que moi, déjà, j'étais déjà pompier à l'époque, comme je t'avais dit. Et pareil, hein, on a réussi à s'associer avec des associations qui décernent les diplômes de PSC1, par exemple. Et c'est toujours le même principe, les faire à moindre coût pour que les personnes puissent se former. Et ensuite, nous, cet argent-là nous permet de financer des projets. Ce que tu es en train de dire, c'est que vous étiez clairement dans la débrouillardise. Mais qui dit débrouillardise veut pas dire forcément quelque chose de bancal. En fait, vous avez capitalisé sur vos expertises, vos domaines de compétences, l'aide de personnes de proches autour de vous, oui, pour créer un espèce de cercle vertueux qui fait qu'en plus de ça, vous allez aider d'autres jeunes et que eux, avec l'argent qu'ils vont investir, vous allez pouvoir créer encore un autre truc derrière. C'est exactement ça. Et on va dire que ça s'est fait malgré nous parce qu'en réalité, on n'avait vraiment pas c'était pas calculé sur tout ça. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Et avec le temps, nous, on formait des groupes de 20 jeunes, 30 jeunes de notre ville et des villes alentours. Et tu vois, ça s'est diffusé. Et toutes les personnes qui venaient se former avec nous, ont intégré l'association. Et en intégrant l'association, il y en a qui restaient, qui proposaient eux-mêmes leurs propres projets, qui venaient nous donner un coup de pouce. Et c'est ce qui a permis de faire grandir l'association. Et nous, on avait toujours une ligne directrice dans notre association. Certes, on fait toutes ces formations-là, on faisait de l'aide aux devoirs, etc. Mais notre objectif, c'était vraiment d'avoir une action à l'international. Comme je t'ai dit, on faisait des études scientifiques.
Et notre volonté, c'était vraiment que ce qu'on apprenait à l'école puisse resservir pour les plus jeunes qui vont participer à nos projets. Et c'est pour ça qu'on s'est axé vers l'environnement et l'eau. On s'est axé vers l'environnement et l'eau. Et les projets qu'on avait, c'était mettre en place des forages, des puits, éduquer les jeunes de chez nous aux problématiques d'accès à l'eau. Donc c'était vraiment sur ça qu'on souhaitait travailler. À un moment donné, on a eu une autre problématique, c'est qu'on n'arrivait plus à financer nos projets. Ça commençait à être trop cher. Et même toutes les formations qu'on faisait, tout ce qu'on pouvait mettre en place, c'était trop compliqué pour nous. C'est pour ça qu'on a eu une autre idée. C'était de créer l'entreprise. L'INEPS, à l'époque c'était même pas INEPS, c'était Prev QSE. C'est né d'une nécessité de gagner de l'argent par nous-mêmes plutôt que d'aller demander des subventions. Parce que on avait vraiment un problème avec ça, avec les demandes de subventions. Parce que quand on reçoit des subventions de la mairie ou d'entreprises privées, eh ben il faut rendre des comptes et malheureusement parfois il y a des choses qui nous sont imposées. Et nous c'est tout ce qu'on n'aimait pas. C'est pour ça on s'est dit il va falloir trouver quelque chose pour qu'on se débrouille de nous-mêmes. On était en 2012 à l'époque. À la fin de notre master, on s'est dit, on va ouvrir une entreprise, comme ça, on pourra déjà gagner de l'argent pour nous, et en plus, on pourra reverser une partie de tout ce qu'on gagne pour l'association. Comme ça, on sera indépendant. C'était ça notre idée à la base. Je rappelle que parallèlement à ça, moi, j'étais pompier, toujours volontaire depuis 2 ans. Et que t'étais prof aussi. Pas encore. J'étais pas encore prof. On terminait notre master. Et j'allais commencer mon master spécialisé à l'école des officiers de sapeurs-pompiers, là, dont je t'avais parlé. Et donc, on s'est dit, on va ouvrir une entreprise. On était 4. Et, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelle entreprise Franchement, là, ce dont je te parle, ça a duré, je pense, 10 minutes. Ça a duré 10 minutes. Toute la réflexion que je vais te donner, ça a pas duré plus de 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on s'est dit, mais toi, qu'est-ce que tu sais faire? À chacun, on s'est posé la question, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Moi, j'ai parlé du secourisme, de l'incendie. Je peux apprendre aux gens comment on fait pour éteindre un feu, pour faire des formations de secourisme, comme on avait commencé avec l'association Espoir Jeunes. Et ensuite, il y en a d'autres, vu qu'on avait qui avait fait un master en qualité, sécurité, environnement, c'était mettre en place des normes pour les entreprises, les accompagner, les conseiller, faire leur document unique d'évaluation des risques professionnels, je sais faire ça. Ça a un lien, tout ça, en plus. Il y a un lien, et donc on s'est dit, c'est très simple, on va ouvrir une entreprise, on va faire à la fois de la formation et à la fois de l'expertise. On va former les gens aux risques professionnels, donc en leur faisant passer des formations de secouristes, sauveteurs secouristes du travail, en leur apprenant à utiliser des extincteurs, en les formant aux risques chimiques, aux risques face à l'amiante, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a pu voir à l'université, ou dans notre parcours professionnel, on a pu voir aussi. Et dans la partie expertise, on va accompagner les entreprises pour la rédaction de leurs documents uniques, pour mettre en place des normes de qualité, ISO 9001, des normes environnementales, ISO 14001, des sécurités OSAS 18001. Tout ça, c'est des trucs qu'on avait vu que théoriquement à la fac. On l'a jamais vu en réalité. Même à l'époque, quand on en parlait, on savait même pas comment ça marchait. Mais au bout de 10 minutes, c'était acté et on s'est dit comment on l'appelle. Comment on va appeler cette entreprise? Ça, je me souviens, c'était moi qui l'avais dit. J'avais dit Prev QSE, prévention, qualité, sécurité, environnement, Prev QSE. Et c'était réglé en 10 minutes. En réalité, on a fait un brainstorming en 10 minutes en se disant qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qui va pouvoir nous rapporter de l'argent. Et en plus, on s'est dit, l'expertise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste avoir un petit peu de cerveau parce que ça va pas nécessiter beaucoup d'argent. Et la formation, il va falloir investir sur un petit peu de matériel et ensuite, on va pouvoir foncer. Donc à l'époque, on s'est dit, c'est ce qui va peut-être nous permettre on était à la fin de l'université, de travailler tous ensemble, de pouvoir gérer l'association et l'entreprise, parce qu'on était tous de l'association et on a créé l'entreprise et utiliser cet argent-là pour faire tourner l'association. C'était ça notre plan. Et ensuite, c'est un pote à moi qui s'appelle Riyad qui a dit il y a des concours qui existent. Si on pose notre candidature, on peut récupérer de l'argent. Et je sais pas. Et lui, il nous a parlé du concours Talent des Cités à l'époque. Et donc, on a postulé. Le problème, c'est que quand on avait postulé, on avait écrit les bases,
comme je t'ai dit, hein, sur ce qu'on souhaitait faire, mais on n'avait pas plus fait de recherche que ça. Parce que vous savez pas, à ce moment-là, vous saviez pas pitcher, vous savez pas ce que c'est qu'un pitch. On savait absolument rien faire. On y a été comme ça. Nous, tout ce qu'on savait faire, c'était faire des équations comme on a appris à l'école et tout, tu vois. Mais après, le reste, on connaissait pas trop. Et après, on avait l'expérience de notre association parce qu'on avait mené des projets et je pense que c'est ça qui nous a permis de réussir ça. Donc, on a envoyé le dossier de candidature, il y avait plein de questions, on a pu y répondre. Et il s'avère qu'on a été appelé deux mois après et on nous a dit qu'on avait été sélectionné pour participer à un jury pour la partie Île-de-France. Talent d'Esté Île-de-France. Et quand on a vu ça, et moi, franchement, à l'époque, quand on a posé la candidature, je m'étais pas trop posé la question, qu'est-ce que c'est Talent d'Esté et tout. Mais quand ils ont envoyé ça, c'est là où on s'est posé la question, c'est quoi en fait Talent d'Esté? Donc on a regardé et on a vu que c'était un truc qui passait à la télé, tu passes au Sénat devant tout le monde et t'es sponsorisé, je crois, ou t'es accompagné par une entreprise et tout. Et donc là, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on a fait ça? On n'est vraiment pas prêt. Et c'était dans la semaine d'après. La semaine d'après, il fallait passer devant un jury en présentant l'entreprise et pour pouvoir être, oui ou non, lauréat régionaux. Et donc en une semaine, on a tout préparé. Et c'est en une semaine où on a essayé d'imaginer l'entreprise. Qu'est-ce que ça allait être? Qu'est-ce qu'on allait pouvoir proposer? Comment? Pourquoi? À qui seront nos clients? C'est à ce moment-là qu'on a fait toute cette étude-là en une semaine. Et on a fait notre présentation et tout, et on s'est préparé. La chance qu'on avait, c'est qu'on était à l'université. Donc à l'université, on avait plein de projets sur des dossiers qu'il faut présenter devant les enseignants et tout. Donc pour nous, c'était pas un exercice difficile. On l'a pris comme si c'était un exercice qu'on devait pour être noté à la fac. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Il y a une citation, je sais pas du tout de qui elle est, mais qui dit ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ah bah je crois que c'est ça. Hein. Mais et nous tout ça on l'a pris à la légère en plus, on en rigolait, tu vois. Mais vraiment on savait vraiment pas où on allait. Et c'est ça qui a fait que notre vie a pris une certaine tournure, c'est à partir de là. Parce que à la base on prenait tout à la légère. Et le jour J, donc c'était sur Paris, on a été devant un jury où il y avait, je pourrais même pas te dire, un banquier, il y avait plein des gens qui représentaient telle entreprise, plein de monde. Ils étaient 6 ou 7 devant nous. Et donc nous, on est arrivé au jury, on a sorti notre diaporama, on a parlé, on leur a expliqué pourquoi, comment on va gagner de l'argent, notre modèle économique, ce qu'on proposait et pourquoi. Eux, ils savaient pas qu'en réalité, dans notre tête, c'était le fouillis. S'ils nous demandaient un peu plus, c'est quoi la norme ISO 9001? Moi, j'aurais pas répondu, tu vois. Je connaissais un petit peu les grandes lignes, mais non, on n'était pas prêts pour ça. Mais c'est passé. Et donc, le soir même, ils se sont rassemblés, etc. Et là, il y avait beaucoup de monde dans une pièce. Et ils nous ont élus lauréats régionaux et pour le concours Talent Décidé. Et c'est à partir de ce moment-là où, justement, on a été, ça allait trop vite pour nous. À partir de ce soir-là, on recevait des coups de fil presque tous les jours de telle personne, et il faut une interview là, il y a telle entreprise qui veut vous voir, etc., etc. Je te parlais du New York Times, le New York Times qui sont venus dans ma cité pour ça. On est passé à la radio partout. Et donc, à chaque fois, il fallait parler de notre projet, parler de notre parcours, et au fur et à mesure du temps, c'est là où on a commencé à structurer notre projet. Tu vois. Et 2 mois après, on a été lauréats nationaux et parrainé par Safran, le groupe Safran. Ça, ce projet-là. Et entre-temps, on a été accompagnés, on a travaillé avec vu qu'on allait passer à la télé et qu'on passait à la radio, il y a eu des animateurs radio qui nous ont coachés sur comment faire pour répondre à une question à la télé, comment répondre à la radio et tout. On est passé sur plusieurs chaînes radio, on a fait plein de choses. Et tu vois, et aujourd'hui, vous avez des bureaux à la Cité. Et aujourd'hui, on a nos bureaux à la Cité du Cinéma. En fait, comment ça s'est passé? Donc là, on était en 2012-2013, on a ouvert l'entreprise. On était dans une couveuse d'entreprise parce que ça nous permettait de tester. On est resté 3 mois. Pour ceux qui connaissent pas, une couveuse, c'est t'as pas encore de statut. C'est ça. Eux, ils te prêtent leur statut. Comme ça, tu peux avoir des clients et tout. Et tester ton activité. Tester ton activité et puis tu donnes un petit pourcentage. C'est ça. Et nous, on avait un premier client, qu'on a toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui nous a fait confiance, et chez qui on a pu commencer nos formations. Et ça s'est très bien passé. Mais par contre, nous, au bout de 2 mois, 2-3 mois, on a quitté la couveuse, parce que
on trouvait qu'ils étaient trop derrière notre dos. Et comme je t'ai dit, hein, c'était pareil pour l'association par rapport, on aimait vraiment pas quand il y avait des gens derrière nous pour nous dire ce qu'on avait à faire ou pas faire, etc. Donc eux, il fallait aller, c'est peut-être pas bien ce que je dis parce qu'en réalité, ce système-là, il fonctionne très bien pour certaines personnes. Mais pour nous, on n'aimait pas parce que eux ils nous demandaient des rendez-vous toutes les semaines, des comptes rendus, etc., etc. C'est très bien pour beaucoup de gens. Ça, c'est bien pour les gens qui sont. En gros, il y a deux types de cerveau. T'as les créatifs et t'as les analytiques. Ouais. Ça, c'est bien pour ceux qui sont analytiques, qui à la fac aiment bien quand il y a une définition. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que moi, je dénigre pas du tout le système de couvre. C'est juste que nous, ça ne nous correspondait pas. Et à un moment, on s'est regardé, on a dit, bon, on les quitte et on va ouvrir notre entreprise nous-mêmes et on va se débrouiller tout seul. C'est ce qu'on a fait. Très bien. On va passer à la dernière partie. Ça concerne plus la Cité du cinéma. La Cité du cinéma, c'est comment on a fait pour arriver là-bas. C'est avec l'association Espoir Jeunes, on avait certains projets. Et j'ai été mis en contact avec une personne de la Cité du cinéma qui s'appelle Rachid Jouadi. Avec qui on était sur un projet d'emmener des jeunes au Brésil. Elle fait quoi cette personne à la Cité du cinéma? C'était le directeur de l'école de la Cité à l'époque. D'accord. C'était le directeur de l'école de la Cité qui a été mis en place par Luc Besson. Et donc j'ai été élu qui a une association qui s'appelle Sport à Vie. Et donc j'ai été invité à la Cité du cinéma pour travailler, donc j'ai été plusieurs fois là-bas pour travailler sur ce projet-là. Nous, l'objectif c'était d'emmener des jeunes d'un collège de chez nous à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et donc lui, il nous a aidés vraiment. Et mais en même temps, on développait notre entreprise. Donc moi, je m'étais dit, ce serait bien si on pouvait faire quelque chose avec Bref QSE à l'époque, à la Cité du cinéma. Et donc lui, quand je lui ai présenté ça, il m'a dit, attends, je vais te présenter une personne, c'est celle qui s'occupe de la sécurité à la Cité du cinéma, qui s'appelle Fayette. Et cette personne-là, Fayette, là, je me souviens, il m'a donné son adresse mail, je lui ai envoyé un mail, mais j'ai jamais eu de réponse. Ouais. Et 1 an plus tard, il m'a appelé et il m'a demandé si on pouvait se voir à la Cité du cinéma. Donc c'était un matin, il m'a dit il faut venir tout de suite. On est parti l'après-midi avec mon pote à la Cité du cinéma et donc lui, il nous a expliqué qu'il avait des besoins pour faire une formation, je crois. Ou non, c'était pas ça, c'était pour faire du recrutement d'agents de sécurité. Et il avait besoin d'être sûr que pendant ce recrutement-là, eh ben, les gens soient réellement formés parce qu'il y en a qui avaient des faux diplômes et tout. Donc, il nous a dit, est-ce que vous pouvez mettre en place des sortes de tests? Eux, ils vont venir, ils sauront pas pourquoi ils viennent. Ils vont penser faire un entretien, mais on va les tester en direct et vous allez nous dire, vous, vu que vous connaissez, s'ils sont, aptes ou pas à avoir le poste. Tu vois? Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, pour nous, ça, c'était une opportunité incroyable, hein, à la Cité du cinéma à faire ça. Et en plus, c'était la première fois qu'on nous demande vraiment ce genre de choses. C'est pour ça que je t'ai dit, nous, on s'adapte à tout. Donc, on a imaginé des sortes d'ateliers avec on a mis en place des faux accidents. On a appelé des gens de notre quartier de chez nous pour faire des figurants et tout, tu vois. Et donc, les gens venaient. Je me souviens, à l'époque, à la Cité du cinéma, il y avait 80 personnes qui étaient dehors parce que tout le monde voulait y travailler. Et donc, ils venaient, ils faisaient l'entretien avec eux. Et en sortant de l'entretien, et ben, comme par hasard, ils tombent sur une situation d'accident. Quelqu'un qui s'est ouvert, une personne qui est en arrêt cardiaque, quelqu'un qui est tombé d'une échelle et quelqu'un qui s'est coupé le doigt. C'était le genre de choses qu'on mettait en place. Et là, franchement, sur la première fois, ils étaient 40 ou 50 et nous, personnellement, dans notre atelier à nous, on en a retenu que 7 ou 8. Tous les autres, on a dit non, il faut pas les prendre. Tu vois? Et eux, ça leur a permis à eux d'avoir une base d'agents ultra compétents. Parce que eux, ils avaient une volonté d'avoir des agents de sécurité qui soient vraiment opérationnels, parce que c'est un site très sensible. Il y a beaucoup de stars qui vont là-bas tout le temps. Il y a des films qui se font, des acteurs d'Hollywood qui sont présents. Les premiers intervenants, ça seront ces agents de sécurité là. Donc lui, il s'était dit, il faut pas que je mette des personnes qui sont pas compétentes. C'est pas possible. Et donc on a fait ça une première fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois pendant très longtemps. Et au fur et à mesure, ils nous ont fait confiance. Et jusqu'à un jour où ils nous ont proposé de nous installer là-bas. De créer notre centre de formation là-bas pour pouvoir être garant de toute la sécurité de la Cité du cinéma pendant les films, de pouvoir gérer en continu les agents, de pouvoir les former en continu et en même temps avoir notre activité sur l'extérieur, accueillir des personnes de l'extérieur pour pouvoir les former. Nous, quand on nous a fait cette proposition-là, pour nous, c'était incroyable parce que
on était une toute petite entreprise, on n'avait rien d'exceptionnel, mais eux avaient et pourtant ils nous ont dit, nos concurrents tapent à leur porte parce que tous les jours. Ils tapaient à leur porte tout le temps pour pouvoir s'installer là-bas parce que les gens, à l'époque, tout le monde voulait y être. C'était du cinéma, quoi. Mais eux, ils nous ont fait confiance à nous. Ouais. Parce qu'ils nous ont dit, on préfère faire ça avec vous, parce qu'on est des gens du territoire, parce qu'ils ont vu comment on travaillait, et parce qu'ils avaient cette volonté de nous faire grandir également. Et qu'on grandisse avec eux. Félicitations, c'est lourd. Merci. Franchement, c'est lourd. Et ça, nous, on s'était dit, le fait d'être à la Cité du Cinéma, ça va nous donner énormément de crédit. Et c'est à partir de ce moment-là, on a changé de nom. On s'est dit, bref, c'est plus possible, on peut plus garder là. Et vu qu'on a une certaine ambition et qu'on veut s'installer dans le décor de la prévention de l'expertise, on s'est dit, on va prendre un nom qui demain pourra nous projeter. C'est pour ça qu'on a choisi l'INEPS, Institut National d'Expertise en Prévention et Sécurité. National. Et quand on a choisi ce nom-là, on était dans ma cité. On était dans ma cité avec mon pote et on s'est dit quel nom on va donner. On s'est dit on va pas donner un nom commercial, on va donner un vrai nom, comme ça les gens ils vont croire que c'est quelque chose de sérieux. Et tant qu'ils ils sont pas au courant qu'en réalité on fait ça de chez nous, de notre chambre, on est là dans notre quartier, on parle mais c'est pas grave, demain peut-être qu'on sera national. Donc on a donné ce nom-là, on s'est renseigné si on avait le droit, on l'a donné. On s'est dit on est à la Cité du Cinéma, on va s'appeler INEPS maintenant. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on est là-bas et ça nous a permis d'avoir encore plus de clients parce que justement on a la Cité du Cinéma et parce que quand on fait des rendez-vous à la Cité du Cinéma c'est pas comme quand on fait des rendez-vous au Blanc-Ménil ou autre, tu vois, ça n'a rien à voir. Et là tu touches d'autres personnes. Et la Cité du Cinéma, grâce à Luc Besson également, ils nous ont ouvert leur carnet d'adresses et aujourd'hui on travaille avec plein d'autres clients. On travaille avec EuropaCorp forcément et Digital Factory, toutes les entreprises de Luc Besson. On travaille aujourd'hui avec Louboutin. On travaille avec Andros. Donc c'est nous qui formons tous les agents d'Andros au niveau national. Et aujourd'hui, on travaille même avec AVS. Ouais, c'est nous qui les formons également et qui mettons en place leurs documents. AVS, c'est le label, hein. C'est le label qui certifie si l'avion d'aller à la. Exactement, c'est ça. Et avec plein d'autres clients, on a The Body Shop, L'Oréal, etc. On a plein de clients comme ça. Et vraiment, la Cité du Cinéma, ça nous a vraiment permis de nous ouvrir, on va dire. Et donc, on a un rayonnement sur toute la France. Bah, tu sais ce que je trouve ouf, justement, par rapport à ça, c'est que, déjà, Luc Besson, c'est un réalisateur. Il a fait des grands films, et il a toujours été décrié comme un cinéaste clivant. Parce que le mec, c'est un mec qui réalise et qui produit des films, mais toujours en anglais, avec des stars internationales, et en tout cas qui ont le premier rôle, tu vois, comme Statham ou d'autres. Et en fait, même si c'est mondialement connu, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que déjà, toi, avec ton entreprise et tes potes et toutes les personnes avec qui tu travailles, en vrai, il n'y a pas de hasard si vous arrivez à la Cité du Cinéma. Et la deuxième, c'est la meilleure façon d'aller loin, c'est de créer des ponts. Et en fait, quand je fais le parallèle entre toi, ton parcours dans ta vie et Luc Besson, quelque part, c'est un peu la même chose. Tu vois, c'est que à votre façon, avec vos propres armes, vous êtes jamais cantonné dans un endroit. Vous avez fait plusieurs choses différentes et vous avez construit quelque chose avec des personnes qui avaient des qualités, des compétences. Exactement. Tu vois. C'est exactement. Et c'est ça qui est ouf. C'est la dernière question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. C'est un peu, tu connais l'énigme marron. Je fais le bilan. Ouais. Donc si tu devais faire le bilan un petit peu de tout ce que tu as déjà fait. Le bilan. Déjà, je vais parler de mon association Espoir Jeune. Ça fait 10 ans qu'elle existe aujourd'hui et on a pu faire des choses énormes. Énormes pourquoi ? Grâce au réseau qu'on a eu. À travers toutes les activités qu'on a eues, on a pu faire des choses incroyables. On a travaillé avec des jeunes sur l'eau, sur l'eau, sur les problématiques de l'eau. Et dans ce projet-là qu'on a appelé un village d'eau, on a essayé d'associer toutes les personnes qu'on connaissait dans les différents réseaux. Donc on a travaillé avec des universités, avec des chercheurs, avec la Cité du Cinéma bien sûr, avec certains enseignants, même les pompiers sont intervenus dans ça. Et on a
à travers ce projet-là, sélectionné des jeunes qui sont devenus des experts. Ils étaient en 5e, des experts sur l'eau, sur la gestion de l'eau, et c'est des experts même sur la partie scientifique. Donc on a travaillé sur eux avec ça, ils ont pu présenter leurs travaux, parce qu'on leur a donné des problématiques, par exemple au Sénégal, ils ont pu présenter ça dans un amphithéâtre, dans une université, devant plus de 200 personnes, et devant des personnes qui sont extrêmement compétentes. Et suite à ça, ils ont été en Inde, il y a un autre groupe qui a été au Sénégal, qui ont travaillé sur ça. Et nous, notre association, la base, c'était de faire grandir les jeunes. À la base, je t'ai parlé de l'aide aux devoirs. Après l'aide aux devoirs, on a fait ces projets-là, et c'est des jeunes qui aujourd'hui, parce qu'on les revoit encore, ont une certaine sensibilité sur ces problématiques, la problématique d'accès à l'eau, sur la problématique environnementale, et à travers ce genre de projet-là, ils ont pu comprendre ces problématiques et aujourd'hui peuvent les restituer. Et surtout, c'est des jeunes qui aujourd'hui font partie de notre association, qui ont grandi et qui ont pris le relais, tu vois. C'est exactement, c'était notre volonté. À la base, on est parti de notre association pour la faire fonctionner. Et on a créé une entreprise, on a créé certaines solutions justement. Aujourd'hui, ça nous a mené où on est aujourd'hui, mais en tout cas, notre volonté, c'était vraiment ça, c'était l'associatif et c'était pour les jeunes de chez nous. Donc, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, le bilan, j'espère vraiment que ça puisse servir au maximum de personnes et j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points qu'on a délégués, qu'on a laissés, parce qu'on peut plus tout faire maintenant. Mais on a toujours cette volonté-là, cette ligne directrice, c'est que ça puisse servir au maximum de personnes et que ça puisse faire grandir le maximum de personnes de chez nous. Moi, je suis très chauvin, je parle toujours du 93. Et j'espère que ça va faire grandir les jeunes du 93 et que ça puisse donner une nouvelle image aux jeunes de chez nous. Et comme je t'ai dit au début, nous on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. C'est-à-dire que je sais très bien que moi je vais rien révolutionner du tout, mais tant que même si ça touche 1, 2, 3 personnes, ça me suffira. J'aurais fait ce que j'ai pu faire. Et donc, comme je t'ai dit, on a lancé plein de choses pendant 10 ans, on a essayé de construire des choses. Aujourd'hui, on commence à reculer. Et j'espère que ça va continuer. Moi, je serai toujours là, même si c'est un peu plus loin. Mais je serai toujours là pour l'association, pour l'entreprise, pour faire en sorte que ça se développe. Et je veillerai toujours à ce que tous les bénéfices qu'il pourrait y avoir ou tout ce qui pourrait être comptabilisé puisse resservir aux actions solidaires, aux actions humanitaires et à tout ce qui se fait dans nos quartiers aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre quartier, c'est des jeunes qui ont pris la relève dans notre association et qui font beaucoup de maraudes, par exemple, qui font des distributions alimentaires, qui font plein de choses et qui essaient de faire vivre le quartier, qui essaient de faire vivre la ville. Et nous, on est contents, on se dit que ça a fonctionné parce que c'est des jeunes qu'on avait eus et qui aujourd'hui arrivent à faire de la gestion de projet par eux-mêmes. Est-ce que cette asso, elle cherche des gens en particulier, des experts, des gens compétents ou toujours des bénévoles? Ouais, tout le temps. Dans quel milieu? Plusieurs domaines, dans la communication, le marketing, la gestion de projet. Et ça se fait de manière continue en fait. Et surtout cette association-là, elle est vraiment ouverte. Ça veut dire qu'elle appartient à personne. Aujourd'hui, tu peux venir et dire j'aimerais faire un projet sur ça. Et donc nous, on fera en sorte que ton projet aboutisse. Bien sûr, si c'est un projet avec des valeurs auxquelles on adhère, tu vois. Mais c'est l'association, elle appartient à tout le monde. Et comment on fait, genre si on veut les contacter, on va sur un site internet. Ouais, il y a un site internet, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Espoir Jeune. 3 mots pour tout ce que t'as dit, c'est quête de sens. Ça m'inspire ça en fait. Tout ce que t'as dit, c'est la quête de sens, c'est toujours aller plus loin, toujours être satisfait, mais donner encore plus, faire encore plus, mais surtout faire bien. Tu vois, c'est pas parce qu'on fait plein de choses qu'on va bien les faire. C'est exactement. Bien choisir ce qu'on veut faire, être sûr que c'est la bonne chose qu'on veut faire et y aller. Je suis tout à fait d'accord. Je peux dire un dernier mot. Dans tout ce que j'ai fait, à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui pensaient que vu que je fais beaucoup de choses, je les fais pas forcément bien. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit. Mais ce qui m'a permis justement de passer d'une étape à une autre, c'est justement d'être le meilleur dans ce que je fais. Parce que ce soit chez les pompiers ou dans l'enseignement ou autre, et surtout même dans l'entreprise, nous on part avec un fardeau, une difficulté. C'est nos origines,
et les a priori que les gens vont avoir de nous. Et malheureusement, quand tu fais pas les choses très bien et quand tu fais pas 5 ou 6 fois plus que ce que font les gens d'habitude, ça passera pas. Et moi, ça, je l'ai très bien compris. Dès que je suis rentré chez les pompiers, dès que je suis rentré à l'Éducation nationale, quand on a créé notre entreprise, on savait qu'il fallait qu'on fasse beaucoup, beaucoup mieux que les autres, juste pour pouvoir être à leur niveau. Moi, aujourd'hui, la prochaine étape, mon prochain défi, c'est chez les officiers de sapeurs-pompiers. Et ça, c'est le pire. Ça va être, je pense, très compliqué parce que c'est un monde à part et il y a énormément de responsabilités. Je sais très bien que je suis attendu au tournant parce que beaucoup ne sont pas d'accord avec le fait que je sois présent et il y en a encore qui pensent que c'est pas fait pour nous, tu vois. Moi, je suis arrivé là pour ouvrir des portes et je vais les ouvrir et c'est mon objectif principal et surtout de le faire bien et de prouver qu'on est aussi capable de faire mieux que les autres. Je te le souhaite avec toute la force du monde. Et franchement, merci beaucoup Moussa. C'était vraiment lourd. Merci à toi. Et écoute, bon courage pour la suite. Merci et à très beaucoup. Vite, je l'espère. Merci, à bientôt. C'était Moussa Kébé pour la première interview de Artisan de l'Esprit. J'espère que ça t'a plu. Moi, je retiens 3 choses. La première, avoir une vision, croire à un futur positif et ne pas s'inquiéter car elle se développe et s'améliore avec le temps, seulement quand on s'exerce. La deuxième, quand tu veux te lancer, commence par les bases, définis les domaines dans lesquels tu excelles. Et la troisième, lâche prise, n'attends pas d'être parfait ou de tout connaître pour te lancer. Une spéciale dédicace à Iman Deval pour m'avoir prêté sa voix. Tu peux retrouver Artisan de l'Esprit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et sur YouTube. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je te dis à très vite.